Sonobook présente, avec l'autorisation de Leduc S Éditions, Le Grand Livre du Feng Shui de Bruno Lecourt. De l'entrée à la chambre, en passant par le salon et le jardin, les astuces simples pour se sentir bien chez soi. Interprété par Frédéric Knepp. Introduction. Si vous avez acheté ce livre, c'est qu'un ami, un parent ou un voisin vous a vanté les mérites du Feng Shui. Peut-être en avez-vous entendu parler dans un magazine ou à la suite d'un voyage en Asie, comme cela a été le cas pour moi. Ou peut-être êtes-vous tout simplement intrigué par cette pratique mystérieuse supposée amener le bonheur. Voulez-vous tester ? Cette science chinoise millénaire, dont le principe est de vivre en harmonie avec sa maison, ses proches et son environnement, continue de faire ses preuves. Son impact est réel et ses bienfaits nombreux. Vous vous sentez confronté à des blocages ? Vous avez l'impression de toujours répéter les mêmes schémas et de stagner dans votre vie personnelle et ou professionnelle ? Votre lieu de vie ne vous permet pas de récupérer. Vous vous sentez déprimé chez vous ou au bureau ? Alors oui, le Feng Shui vous sera d'une aide précieuse. Je pratique le Feng Shui depuis 8 ans et j'ai pu constater l'indéniable efficacité de cette technique. Une fois les aménagements effectués chez mes clients, des effets bénéfiques concrets ont pu être vérifiés tant sur le plan personnel que professionnel. La pratique du Feng Shui m'a permis d'acquérir un autre regard sur les lieux de vie et l'environnement. Plutôt que de me contenter de l'apparence des choses, j'essaie de décrypter ce qui se trame derrière. En modifiant ou en adaptant notre habitat, véritable reflet de ce que nous sommes, notre vie peut se transformer favorablement lorsque cela s'avère nécessaire. De nombreux professionnels de l'habitat, architectes, urbanistes, promoteurs immobiliers, utilisent cette science de l'environnement pour accompagner leurs projets de construction. Et si 90% des entreprises et administrations à Hong Kong font appel à des maîtres en la matière pour concevoir leurs buildings, HSBC, le Two International Finance Center, la Bank of China, de plus en plus de sociétés occidentales, et notamment françaises, le groupe Casino pour son siège à Paris, Marionneau, la SNCF, Orange, Air France, font désormais elles aussi confiance au Feng Shui. Nombre de mes clients ont ainsi su puiser dans cette science un nouveau dynamisme, tant sur le plan du bien-être que sur celui des finances. Certains ont amélioré leur niveau de vie et déménagé pour des endroits plus spacieux. D'autres ont pris conscience qu'ils se fourvoyaient dans leur voie professionnelle et ont amorcé un virage à 180%, ce qui leur a permis de s'épanouir complètement. Ce livre s'adresse à ceux qui désirent s'initier au Feng Shui en vue d'un mieux-être dans leur vie, quel que soit le domaine concerné. Je vous propose ici un manuel pratique, simple et efficace, rempli d'astuces et enrichi de mes expériences. Les techniques décrites sont faciles à mettre en place, peu onéreuses et directement applicables dans votre habitat. Cet ouvrage se compose de 4 parties. La première partie, théorique, vous aidera à comprendre ce qu'est le Feng Shui, loin des lieux communs du carillon dans le jardin et de l'attrape-rêve dans la chambre. Le Feng Shui est un art, mais surtout une science. Et comme toute science, il convient d'en maîtriser les notions. Yin-yang, Qi, loi des 5 éléments. Vous apprendrez tout ce qu'il vous est nécessaire de savoir pour un bon aménagement dans votre habitat. Dans la deuxième partie, nous attaquerons les applications concrètes par l'espace extérieur, car l'environnement qui entoure votre lieu de vie doit être tout autant objet d'attention que l'habitat à proprement parler. Vous découvrirez ainsi comment choisir ou vous adapter judicieusement au paysage environnant et apprendrez à aménager et améliorer vos espaces extérieurs, jardins, terrasses, balcons. La troisième partie se penche quant à elle sur l'espace intérieur, votre lieu de vie, personnel ou professionnel. Nous détaillerons tout ce qu'il y a à savoir sur la symbolique et l'aménagement des diverses pièces que vous occupez, afin que vous les optimisiez au mieux pour vous sentir bien au quotidien comme dans votre vie en général. Enfin, la 4e et dernière partie vous emmènera un peu plus loin dans la connaissance du Feng Shui et vous permettra des applications plus approfondies pour répondre au mieux à vos besoins et résoudre les problématiques qui subsistent encore. Apprenons ensemble comment vivre mieux. Première partie. C'est quoi le Feng Shui ? Chapitre 1. L'art de l'espace et du temps. Le Feng Shui, ça vous dit vaguement quelque chose.
Vous savez que ça a à voir avec l'orientation de votre tête de lit ou les plantes que vous faites pousser dans votre salon, entre autres. Bien qu'ancestral, il a depuis quelques années le vent en poupe, et chacun y va de son petit conseil feng shui, surtout quand vous laissez traîner vos chaussettes ou que l'anarchie règne sur votre bureau. Oui, mais voilà, nous allons voir ensemble que le feng shui n'est pas uniquement une question d'ordre ou de plantes vertes, loin s'en faut. Une histoire d'eau et de vent. Le mot feng shui vient de la combinaison de deux idéogrammes, feng, qui signifie le vent, et shui, l'eau. Voilà réunies les deux conditions nécessaires pour qu'un lieu de vie soit favorable à ses habitants. Celui-ci doit être protégé du vent et alimenté en eau. Le feng shui se réfère donc aux notions de protection et de viabilité d'un habitat. Le souffle du vent permet également d'amener le qi, nous en reparlerons plus loin, l'énergie de la vie, le souffle vital contenu dans toute chose, jusqu'à l'habitation, tandis que la surface de l'eau permet de retenir cette énergie afin qu'elle ne se disperse pas. Une archiponcture. Au même titre que l'acupuncture, qui permet de débloquer les nœuds énergétiques dans le corps et ainsi de fluidifier la circulation énergétique, le feng shui, au moyen de modifications exercées sur l'espace de notre habitation ou sur notre environnement, permet de fluidifier la circulation du qi dans notre milieu de vie. L'écrivain taoïste Guo Pu, 276-324 après Jésus-Christ, le décrit ainsi. Les classiques disent que le qi se disperse par le vent et qu'il est arrêté par l'eau. Les anciens l'ont collecté pour prévenir sa dissipation, ils l'ont guidé pour assurer sa rétention. Ainsi, ils ont nommé cette méthode feng shui. En allant plus loin, la combinaison du vent et de l'eau nous révèle une métaphore. Le vent, c'est aussi ce qui est invisible, tandis que l'eau est ce qui est visible. Le vent ne peut se percevoir que lorsque nous observons ou entendons les feuilles des arbres bouger, la surface de l'eau onduler, ou par les dégâts qu'il peut causer lors d'une tempête. Car il est bien question de voir et d'interpréter ce que l'on voit, c'est-à-dire comprendre le fonctionnement des phénomènes naturels révélateurs des lois de l'univers, afin de pouvoir exercer une action d'adaptation ou de transformation. Le cours des choses peut alors être modifié. Le feng shui, une science ou un art. Longtemps, le feng shui a eu mauvaise presse. Il était perçu comme une pratique ésotérique, mystérieuse, complexe, d'autant qu'il est le fruit d'une culture que nous connaissions mal il y a peu et qui est aux antipodes de notre culture rationnelle et cartésienne, la culture chinoise. Liée à la nature dans toutes ses formes d'art et d'expression, celle-ci entremêle et nourrit des rapports étroits, mystiques entre l'homme et le lieu qui l'accueille. Le peu d'ouvrages traduits du chinois, la vulgarisation anglo-saxonne et la simplification extrême de son système opérée par les Occidentaux pour le rendre accessible, ont multiplié les erreurs d'interprétation et expliquent ainsi le fait qu'on soit passé à côté de son essence véritable et de toutes ses subtilités. Science et art, tout en même temps, le feng shui est un ensemble de concepts et de techniques pratiques, à la fois logiques et intuitifs, qui nous permet de concevoir l'espace dans lequel nous évoluons, qu'il soit personnel ou professionnel. Le feng shui part du principe que nous sommes tous reliés les uns aux autres et reliés à l'endroit où nous existons. L'environnement dans lequel nous vivons et avec lequel nous interagissons influence notre destin de manière bénéfique ou néfaste. Le feng shui est un art de vivre en accord avec cet environnement quel qu'il soit. C'est une manière de respecter les lois de la nature et d'être en harmonie avec elles. Du bon sens avant tout. Le feng shui utilise un ensemble de systèmes logiques, voire mathématiques, fondés sur l'observation des lois de la nature, ce qui peut paraître complexe de prime abord. Pour s'approprier les différentes grilles d'interprétation propres à cet art, le praticien doit se former et surtout mettre en pratique, par de nombreuses expériences, ses acquis théoriques. Mais dans un premier temps, il a surtout besoin de bon sens. Le temps, l'espace et l'homme. On réduit souvent le feng shui à un travail effectué sur l'espace. En fait, il intègre également des aspects temporels tout aussi importants. Le monde dans lequel nous évoluons est régi par la loi du temps et de l'espace. Une évidence, me direz-vous. En effet, notre vie est conditionnée
par la loi immuable de l'évolution, soumise à des changements permanents et des cycles imparables. Nous naissons, nous nous développons, puis nous mourons. Tout est marqué par un début et une fin. Tout s'inscrit dans le temps comme dans l'espace. Plutôt que de s'opposer à cette évidence naturelle et fondamentale, il est préférable de l'accepter. Ainsi, le praticien en Feng Shui ne manipule pas les forces de la nature, mais collabore avec elles en examinant les caractéristiques spatiales, les interactions entre l'homme et son habitat, ainsi qu'entre son habitat et l'environnement dans lequel il s'inscrit. Les données temporelles, le praticien tient compte des cycles temporels générés par la position de la Terre dans le système solaire qui affecteraient, au même titre que les planètes qui le composent, la destinée de l'homme, mais également la qualité bénéfique ou néfaste des constructions humaines définies par plusieurs paramètres, l'orientation, le placement, le moment de la construction. En d'autres termes, l'homme, dont la destinée chanceuse ou non est déterminée par le moment de sa naissance, subit l'influence des forces terrestres et célestes. En résumé, le Feng Shui permet à l'homme de saisir sa chance en se trouvant au bon endroit et au bon moment. Une discipline à notre service. Le Feng Shui peut nous aider dans de multiples domaines et répondre à de nombreux besoins et problématiques. Choisir un lieu qui soit propice, en vue d'une construction ou d'un emménagement. Créer les conditions favorables à l'accueil d'un nouvel enfant. Développer des projets, épanouir sa créativité. Faciliter l'insertion professionnelle. Débloquer une problématique financière. Dans le cas d'ennuis de santé, le Feng Shui ne remplacera pas votre médecin, mais il peut vous permettre de mettre en place des conditions favorables au rétablissement. Retrouver un équilibre émotionnel, améliorer la qualité de son sommeil, harmoniser les échanges familiaux et amicaux, réinvestir un lieu inhospitalier. Et dans le cadre d'une entreprise, localiser le meilleur emplacement pour son siège social ou ses bureaux, développer le chiffre d'affaires et aller vers une meilleure productivité, améliorer son image, harmoniser les relations entre les différents services, améliorer les conditions des employés, atténuer le stress, réduire le turnover, etc. Le Feng Shui et le Zen. Un espace zen, dont la décoration est très minimaliste, n'est pas forcément Feng Shui, même si un espace dit Feng Shui vous rendra très certainement zen. Le Feng Shui n'a rien à voir avec la décoration, ni le zen d'ailleurs, mais plutôt avec le placement juste du mobilier, des objets, des ouvertures, des sources lumineuses. Il permet surtout à l'occupant d'être en harmonie avec les caractéristiques énergétiques de son espace. À noter, le Feng Shui ne résoudra pas tous vos problèmes d'un coup de baguette magique. Si vous n'inscrivez pas d'actes concrets et volontaires dans votre réalité, il ne se passera rien. C'est un peu comme quelqu'un qui souffre de solitude et souhaite se faire de nouveaux amis. Il pourra toujours appliquer les règles du Feng Shui comme un bon élève, déplacer ses meubles, repeindre son salon, s'orienter dans l'une de ses bonnes directions. Cela ne lui amènera pas de nouvelles relations s'il ne met pas en place pour cela des actions concrètes, en parallèle du travail effectué dans son habitat. Nous avons tous la possibilité de réaliser nos projets. Encore faut-il s'en donner les moyens pour que nos intentions ne restent pas vaines. Chapitre 2. Un peu d'histoire. Afin de mieux comprendre les origines du Feng Shui, et donc ses principes fondamentaux et son fonctionnement, un petit détour historique s'impose. Au commencement. Il y a plus de 6000 ans. Les origines du Feng Shui se perdent dans la nuit des temps, à une époque où la frontière entre la réalité et la légende n'existait pas. Il y a de cela plus de 6000 ans. Le Feng Shui est une discipline d'origine orientale. Elle remonterait à l'époque du néolithique chinois. En ce temps-là, les Chinois vivent en tribus, dirigés par des rois chamans dotés, selon la légende, de pouvoirs magiques, les rendant capables de maîtriser les éléments naturels, l'eau, la terre, le feu, le métal, le bois, et de diriger les vents, aptes à comprendre les lois de l'univers et l'essence fondamentale de toute chose, comme le fonctionnement des cycles naturels et le savoir animal. Doué de cette intelligence, il aurait alors possible de modifier le cours des événements.
Le chamanisme est une pratique spirituelle qui prend sa source en Sibérie et que l'on retrouve ensuite sur tous les continents, aussi bien en Asie qu'en Australie, en Amérique du Nord, en Amérique centrale ou en Afrique. Par leurs observations de la topographie et des conditions atmosphériques, ces rois bâtisseurs, dont les noms ont traversé l'histoire, Fu Xi, Yu, Qi Chang, aménagent la nature. Par exemple, ils domptent les fleuves en construisant des canaux, des ponts et des digues permettant de gérer les crues. Les premières cités apparaissent. Les Chinois, autrefois nomades, se sédentarisent. Les premiers outils. Sous la dynastie Zhou, qui s'étend sur une période de 9 siècles, les premiers outils et systèmes théoriques sont mis au point, puis perfectionnés, permettant de déterminer le meilleur emplacement pour les cités ainsi que pour les palais impériaux. Le cycle des 5 éléments, le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. La boussole magnétique, qui deviendra plus tard le luopan. Le loshu, carré composé de 9 cases, chaque case est occupée par un nombre de points de 1 à 9. Le baga, diagramme de forme octogonale. Les outils du feng shui. Le loshu. Tandis qu'il essayait de dompter les eaux du fleuve Lo, qui menaçaient les villages alentours, Yu, le roi chaman, vit sortir une tortue géante qui portait sur sa carapace un agencement particulier de points noirs et blancs, de 1 à 9. Il y vit une description du cycle fluvial. Le loshu symbolise ainsi la manifestation cyclique des phénomènes naturels en mutation permanente. Le luopan ou lopan. Cet outil complexe pourrait faire l'objet d'un ouvrage entier à lui seul. Il est composé de 4 à 40 anneaux concentriques placés au centre d'un carré. Il donne des informations essentielles aux praticiens, astronomiques, calendaires, spatiales. Le luopan peut s'acheter auprès de praticiens feng shui qui le commercialisent sur Internet, www.marip.com. Étant donné sa complexité, il est nécessaire de suivre une formation afin de pouvoir l'utiliser et d'en déchiffrer toutes les subtilités. Mais rassurez-vous, une simple boussole fera l'affaire. Le feng shui intègre également d'autres paramètres plus subtils, tels que des connaissances astronomiques portant sur les mouvements cycliques des astres par exemple. Les premiers calendriers sont alors créés. C'est la dimension temporelle du feng shui qui est systématisée. Un développement sans précédent. Les maîtres feng shui, les maîtres des directions comme on les appelait, sont de véritables érudits. Leurs connaissances encyclopédiques intègrent l'astronomie, la géographie, le cadastre, les mathématiques, la numérologie, l'architecture, la médecine, la diététique, autant de disciplines dont le but est de favoriser la longévité en protégeant l'individu d'un destin funeste. Ils deviennent de fins conseillers du pouvoir, tant au niveau de la diplomatie politique que de la stratégie militaire. Petit à petit, ils acquièrent un pouvoir social considérable qui connaît son apogée entre le 7e et le 9e siècle après Jésus-Christ. Leur savoir technique devient un ensemble scientifique cohérent, dispensé dans les premières écoles. On dénombre, au cours de l'histoire chinoise, de nombreuses écoles, mais 2 retiendront particulièrement notre attention. L'école du relief, école du Zhangzi, l'école de la boussole, école de Fujian ou l'IFA. Leurs méthodes sont souvent utilisées de concert. Nous les détaillerons un peu plus loin, car elles sont toujours d'actualité. Certains traités de l'époque sont parvenus jusqu'à nous, comme les qualités énergétiques des paysages, Qinlongqing, ou l'emplacement des sépultures, Chuangshu, de Guopu. La société de l'époque privilégiait le respect des anciens et pratiquait le culte des ancêtres, 2 éléments fondamentaux que l'on retrouve dans le confucianisme, religion d'État du Xe au XIIIe siècle après Jésus-Christ. L'accent est mis sur les valeurs patriarcales et le respect de l'autorité. Cette religion imprégnera le feng shui au même titre que le taoïsme et le bouddhisme. Le feng shui vulgarisé. Sous le règne des Ming, une vague de persécution éradique le feng shui et les taoïstes, qui en maîtrisaient tous les secrets pour des raisons politiques. Un nouveau type de praticien profane fera son apparition.
Durant cette période, de nombreux ouvrages vulgarisent le feng shui en simplifiant ses systèmes et le coupent de son essence première, en l'éloignant de sa philosophie originelle. De nombreux charlatans sans scrupules viennent ternir son image et signent son déclin, même si à Pékin, la cité impériale interdite, construite à cette époque, reste une bonne illustration des principes du feng shui. Retour aux sources et nouveaux apports. De 1644 à 1911, durant la dynastie Qing et sous l'influence d'un courant réformateur, s'opère un retour aux sources avec la redécouverte des écrits taoïstes fondateurs. Le feng shui connaît alors un renouveau et vient s'enrichir de nouveaux apports qui sont encore largement utilisés de nos jours. La détermination du moment propice pour construire une habitation, rénover, faire des travaux de réfection des toitures ou de terrassement. L'introduction de la notion de karma individuel. Interdiction du feng shui en Chine. Inutile de vous dire qu'avec l'arrivée de la République populaire de Chine en 1949, les maîtres en feng shui ont été bannis et se sont exilés à Hong Kong ou Taïwan, où ils ont pu exercer leur art et préserver leurs connaissances jusqu'à nos jours. Le feng shui aujourd'hui. Après s'être répandu dans la plupart des pays de l'Extrême-Orient, le feng shui débarque en Occident dans les années 1980. D'abord dans les pays anglo-saxons, puis timidement en France, grâce aux ouvrages de Sarah Rosbach, d'Evelyn Lipp ou de Derek Walters, qui deviennent des best-sellers et restent encore des références. Dès lors, tout un courant New Age profitera de l'aubaine, voyant dans le feng shui une manne financière, et l'adaptera au goût occidental en l'assimilant, sans doute par méconnaissance et une mauvaise interprétation, à une technique de décoration auréolée de mystère, de superstition, d'encens et de rubans rouges. N'oublions pas que très peu de traités chinois de feng shui étaient alors accessibles car non traduits. Depuis les années 1990, s'opère un retour à un feng shui authentique, plus classique et plus efficace, allégé de ses oripeaux et de ses gris-gris chinois mystiques. C'est dans cet héritage que mon travail s'inscrit. Les ouvrages d'Eva Wong, d'Elisabeth Moran, de Zhu Yang et Iria Otino, ou encore de Zhao Chen, constituent une base de documentation relativement fidèle à l'essence première du feng shui. Les sources du feng shui. Les apports du taoïsme. Inspirée par Lao Tse, au VIe siècle avant Jésus-Christ, cette philosophie a été développée dans le Dao de Jing, le livre de la voie et de la vertu, un ouvrage qui explique comment placer son cœur dans la voie, Dao, de la nature. Cette philosophie est probablement plus ancienne. Elle puiserait ses origines dans la tradition chamanique, à une époque où les hommes vivaient en harmonie avec la nature. Selon le taoïsme, il est préférable de se conformer à l'ordre et à l'harmonie naturelle qui sont parfaits, plutôt qu'aux valeurs de la société humaine et de son cadre artificiel. Attention, il ne s'agit pas de retourner vivre comme au temps de la préhistoire. Mais l'homme, faisant également partie de cette nature tout en évoluant dans sa propre culture, se doit de respecter ses lois, sous peine d'en subir des revers désastreux, car tout est interdépendant. Les déforestations effectuées sur la planète ont une conséquence directe sur le rétrécissement de la couche d'ozone, et les dérèglements climatiques dont nous sommes les témoins sont probablement dus aux excès de nos modes de vie contemporains et à notre éloignement des valeurs essentielles. Le feng shui rejoint les valeurs taoïstes car il permet à l'homme de recouvrer bien-être et équilibre en restaurant une harmonie entre son habitation et son environnement, se recentrer sur sa vraie nature et se réconcilier avec lui-même, avec les autres hommes et avec le monde dans lequel il vit. Comme disait le philosophe Francis Bacon, la meilleure façon de commander à la nature, c'est de se soumettre à ses lois. Les apports du bouddhisme. Le bouddhisme amène également une petite révolution dans la société chinoise, jusqu'alors imprégnée de taoïsme. Cette philosophie indienne débarque en Chine vers 600 ans après Jésus-Christ et se propage rapidement dans tout le pays. Ces principes, basés sur les concepts de réincarnation et de karma notamment, alors inconnus des Chinois, affirment que les conditions et les expériences de notre vie sont déterminées par les actes que nous aurions commis dans nos vies précédentes. À la différence des Chinois,
qui croyaient que les défunts vivaient parmi eux et pouvaient influencer le cours de leur vie de manière positive ou négative, les bouddhistes pensaient que l'âme, après la mort du corps physique, continuait d'évoluer vers la perfection à travers ses apprentissages en se réincarnant de corps en corps. Cette philosophie, en modifiant la vision que les Chinois avaient de la mort, enrichit les principes du Feng Shui concernant l'orientation des tombes. Ces dernières seront dorénavant améliorées afin de protéger le corps du défunt de nombreux pillages et de faciliter la réincarnation de son âme. Feng Shui des morts, Feng Shui des vivants. Les Chinois prenaient un soin particulier à orienter correctement les tombes de leurs ancêtres selon les règles du Feng Shui, Feng Shui Yin. Ils croyaient qu'en faisant bénéficier les morts des meilleures énergies possibles du lieu, cela garantissait aux descendants une vie sous de meilleurs auspices. Plus tard, le Feng Shui sera adapté afin d'orienter les habitations des vivants, Feng Shui Yang, pour les mettre en harmonie avec leur lieu de vie et leur environnement. Chapitre 3. La polarité yin-yang. L'unité du yin et du yang. Ils sont les deux forces contraires mais complémentaires de l'univers, présentes en toutes choses, êtres vivants et objets inanimés. Ils forment une totalité. C'est pour cela que je préfère utiliser l'expression yin-yang plutôt que yin et yang. Ils représentent le changement perpétuel. Le yin-yang est comme l'Ubac et l'Adret, les deux faces respectivement ombragées et ensoleillées de la montagne. Figure du Taiji. Les deux virgules, l'une blanche, l'autre noire, sont placées en symétrie dans un cercle représentant symboliquement la totalité, le Taiji. Dans chacune de ces virgules, un point de la couleur opposée exprime que rien n'est tout à fait noir ni tout à fait blanc et que le germe de l'un est contenu dans l'autre. L'hiver, par exemple, est opposé à l'été. C'est la saison de la gestation, durant laquelle la nature préserve son énergie vitale. La sève se concentre momentanément dans les racines et s'épanouira lors du renouveau printanier, dans les feuilles et les fleurs, jusqu'à atteindre son maximum d'intensité en été. L'hiver retient ainsi, dans ses caractéristiques, une infime partie de l'été. Telles sont les propriétés et relations interdépendantes du yin-yang. Yin et yang s'attirent l'un et l'autre dans un jeu d'opposition et de restriction. Ils ne peuvent exister l'un sans l'autre. Le chaud n'existe que par son contraire. Une forte fièvre est accompagnée de frissons et d'une sensation d'avoir froid. L'agitation fait place au calme. Le yin a un caractère centripète. L'énergie est retenue et concentrée vers l'intérieur. Elle est assimilée à la terre, tandis que le yang caractérise les mouvements centrifuges liés au ciel. L'énergie se répand, se diffuse vers l'extérieur. Le yin et le yang subissent des cycles d'expansion, de stabilisation et de repli continuels. La nuit décroît et parallèlement, le jour croît. Yin et yang se transforment mutuellement. À l'apogée du yin pointe le yang et inversement. Le froid, poussé à son extrémité, brûle. À noter, retenez que le yang est actif et le yin réceptif. Ce concept d'activité est cependant relatif, car tout dépend de l'élément de référence duquel on part. Prenons l'exemple de l'eau et ses différents états, glace, pluie, vapeur. Si l'on considère la dureté, la glace sera le plus yang des états, car l'eau apparaît sous sa forme solide, et la vapeur sera le plus yin. Si l'on considère la chaleur, la vapeur sera l'état le plus yang. Si l'on considère le mouvement, la glace sera l'état le plus yin, la vapeur étant la plus mobile sera yang, et la pluie l'état intermédiaire. Dans le cadre d'un aménagement, le feng shui permet de rééquilibrer une ambiance en régulant le trop-plein de yin ou de yang. Un excès de yin ou de yang crée une rupture dans l'harmonie d'un lieu. Tout est question d'équilibre. Caractéristiques d'une pièce yang. Présence de lumière, température haute, ton chaud, pièce à caractère social ou très fréquentée, salon ou cuisine par exemple, nombreuses ouvertures, revêtement lisse, marbre, verre, chrome, inox. Caractéristiques d'une pièce yin. Absence de lumière, température basse, ton froid, absence...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.